Alors, allons voir le mot-clé, le mot fort, la notion de démocratisation. La démocratisation, oui, c'est l'horizon affiché depuis les années 60. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, démocratisation? En fait, l'impression que j'ai face à la démocratisation, c'est que si c'est consensuel, si on est tous d'accord sur la démocratisation, c'est peut-être au fond parce qu'on n'en a jamais trop discuté. Et justement, le fait de ne pas en parler permet d'être d'accord. Et je crains que ce soit un petit peu ça la réalité du débat public français sur la démocratisation. En effet, il y a quand même une grande incertitude sur le sens qu'il faut donner à ce principe. Il y a une incertitude sur les principes directeurs qui devraient servir de repère. Premier principe directeur, c'est la question de l'égalité des chances. L'égalité des chances, qu'on peut appeler aussi la méritocratie. C'est-à-dire tout le monde a les mêmes chances au départ, et puis c'est en fonction de son mérite. Eh bien, certains parviendront à de meilleurs résultats que d'autres et auront donc une vie sociale plus satisfaisante et des positions sociales plus satisfaisantes parce qu'ils l'ont mérité. On appelle ça l'égalité des chances, à condition évidemment que ce soit le mérite qui joue et pas la naissance. Donc il faut s'assurer que, au départ, tout le monde a le même accès à l'école. Et si tout le monde a le même accès à la même formation, on peut espérer que si tout le monde a le même accès à la même école, on peut espérer que c'est le mérite qui fera la différence et que l'égalité des chances sera une réalité. En fait, on est dans une course pour l'élite, et c'est le mérite qui doit décider. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi la démocratisation de l'accès. La démocratisation de l'accès, ça veut dire qu'on permet à tout le monde d'entrer dans l'école. Et on sort de cette logique où certains allaient dans le primaire et d'autres allaient dans le lycée. Bah, dès qu'ils avaient 6 ans, en fait, ils étaient déterminés pour une voie sociale et pour une orientation. C'était l'orientation a priori. Donc ça, c'était tout le contraire de l'égalité des chances. Au fond, l'égalité des chances, c'est une forme de justice sociale. Oui, mais si on regarde un peu ce petit dessin, on se dit que l'égalité des chances, c'est pas si simple que ça. L'égalité des chances, ça paraît très simple. Mais là, on voit que tous les animaux sont sur la même ligne de départ. Seulement, grimper aux arbres, eh bien, ils n'ont pas tous les mêmes atouts pour réussir à le faire. Et il est sûr que là-dessus, le singe, par rapport au poisson rouge, il va être clairement favorisé. Or, ils sont tous sur la même ligne de départ. Donc la démocratisation de l'accès, elle s'est faite pour eux. Mais on sait bien que certains ont plus d'atouts que d'autres. Et cette égalité des chances n'est pas forcément une garantie de justice sociale. Donc, la démocratisation, c'est pas simplement la démocratisation de l'accès. D'ailleurs, la démocratisation de l'accès, aussi nécessaire soit-elle, pose une autre question, qui est celle du sort des perdants. Parce que c'est pas le tout de garantir que les gagnants n'ont gagné que grâce à leur mérite. La vraie question, enfin l'autre vraie question, c'est une vraie question, de savoir s'ils gagnent grâce à leur mérite ou grâce à leur naissance, mais l'autre question, ça sera qu'est-ce qu'ils gagnent? Et surtout, qu'est-ce que les autres perdent? Parce que quel sera le sort des perdants? Et ça, je vous renvoie au principe de justice qui a été étudié par le philosophe John Rawls dans les années 70, Rawls, R-A-W-L-S, John Rawls qui a publié son grand livre Le principe de justice, qui explique que oui, c'est très bien de garantir que c'est très juste de garantir que les gagnants ne gagnent que grâce à leur mérite, bien sûr. Sauf que s'il y a une trop forte différence entre les gagnants et les perdants, eh bien la société ne sera pas forcément juste. La domination des gagnants qui écrase les perdants, c'est pas forcément une forme de justice, même si la procédure qui a permis aux gagnants de gagner était juste. Ça ne suffit pas.
à faire la justice sociale. Donc l'égalité des chances ne suffit pas. Il faudrait réussir à obtenir ce que François Dubet, le sociologue François Dubet, DUBET, appelle l'égalité des places. L'égalité des places, c'est la situation à l'arrivée, c'est-à-dire la démocratisation de la réussite. Alors là, je suis allé un peu vite en faisant apparaître le titre suivant, on en parle dans quelques minutes. Je voudrais revenir, moi, sur la démocratisation de la réussite, c'est-à-dire pas seulement permettre à chacun d'entrer dans la même école, mais permettre à chacun de réussir dans cette école. Et ça, c'est autrement plus difficile. Et c'est autre chose. Et la vraie démocratisation, ça devrait être ça. L'ennui, c'est qu'on continue à parler de l'égalité des chances en considérant que ça suffit. Non, l'égalité des chances est une des conditions de la démocratisation. Mais l'égalité des places en est une autre. Ou sinon l'égalité des places, on n'est pas forcément dans un pays communiste, mais sinon l'égalité des places, du moins éviter de trop fortes inégalités à l'arrivée. Et ça, c'est aussi une vraie question dont l'école doit s'emparer, et pas seulement l'école d'ailleurs. Donc, première ambiguïté, on ne s'est pas vraiment demandé ce que c'était que la démocratisation, et on continue à confondre cette notion avec l'égalité des chances. Deuxième ambiguïté, l'invocation de l'élitisme républicain. Là, je viens à ce titre. L'élitisme républicain, c'est un très beau principe que l'on met abondamment en avant, et qu'on met en avant éventuellement en invoquant le plan Langevin-Wallon. Je vous renvoie au plan Langevin-Wallon. Excusez-moi, il y a encore un petit peu une confusion des titres. Là, voilà, où je pose la question, est-ce qu'on vise la démocratisation de l'accès ou la démocratisation de la réussite? Bon, cette dialectique-là, on en a parlé. Maintenant, je reviens à Langevin-Wallon. Voilà. Le plan Langevin-Wallon de 1947, j'en ai parlé dans une séance précédente, qui donne au fond sa définition de la démocratisation, qui dit le système éducatif doit, je cite, se démocratiser moins par une sélection qui éloigne du peuple les plus doués. Ça serait justement la méritocratie. Enfin, ils ne posent pas la question du mérite, ils disent simplement que ça ne satisfait pas une sélection qui éloigne du peuple les plus doués, qu'elle soit basée sur le mérite, sur la naissance ou sur autre chose, peu importe. Une sélection qui éloigne du peuple les plus doués, en soi, c'est pas souhaitable. Donc il faut se démocratiser moins par ce type de sélection que par une élévation continue du niveau culturel de l'ensemble de la nation. Donc le plan Langevin-Wallon avait déjà posé le problème de cette distinction entre démocratisation de l'accès et démocratisation de la réussite. Or, quand on invoque le plan Langevin-Wallon, c'est bien souvent pour invoquer l'élitisme républicain. Et là, je vous renverrai à un ministre de l'Éducation, qui s'appelle Jean-Pierre Chevènement, et qui a été ministre socialiste de 1984 à 86. Et il invoque le plan Langevin-Wallon, en expliquant Langevin-Wallon n'opposait pas du tout la quantité et la qualité, il définissait ce qu'on n'appelait pas encore l'élitisme républicain. Si je me souviens bien, et là il cite de mémoire, il avait trouvé une formule, la sélection des meilleurs par la promotion de tous. Voilà. Et donc ça c'est entre guillemets, c'est dans le plan Langevin-Wallon. Et Chevènement ajoute, oui, c'est tout à fait l'élitisme républicain, et cela en 1947. Alors l'avantage du plan Langevin-Wallon, c'est que, au fond, il n'y a pas grand monde qui l'a lu, donc on peut dire ce qu'on veut dessus. Et l'autre avantage, c'est qu'il est assez court, donc qu'on peut le lire facilement. Et c'est une très bonne lecture que je vous conseille. Moi, je suis allé voir et j'ai cherché la sélection des meilleurs par la promotion de tous. J'ai pas trouvé. La seule phrase que j'ai trouvée qui peut s'en rapprocher, c'est celle que j'ai citée juste au-dessus, se démocratiser moins par une sélection qui éloigne du peuple les plus doués que par une élévation continue du niveau culturel de l'ensemble de la nation. Au fond, la sélection des meilleurs par la promotion de tous, j'ai un peu du mal à l'apercevoir là. Je ne dirais pas que c'est exactement le contraire, mais en tout cas, cette idée de sélection qui éloigne du peuple les plus doués, le plan Langevin-Wallon, il ne se positionne pas contre, mais il considère que ça doit être une priorité secondaire, en tout cas. Or, Jean-Pierre Chevènement, lui, en fait le principe directeur de sa politique. L'élitisme républicain, ça devient une formule forte qu'il met en avant, alors en invoquant Langevin-Wallon d'une façon
assez peu pertinente, là, en l'occurrence. Hein. Il joue sur le fait que personne n'a lu, en fait, le plan de Langevin-Wallon. Peut-être que lui non plus, d'ailleurs, mais peu importe, c'est pas la question. La question, c'est que on n'est pas très clair, on n'a pas les idées parfaitement claires sur ce qu'est la démocratisation. Pour Jean-Pierre Chevènement, la démocratisation, c'est l'élitisme républicain. Bon, pour le plan Langevin-Wallon, ben non, c'est plutôt la promotion de l'ensemble de la nation, la promotion du niveau, enfin, l'élévation continue du niveau culturel de l'ensemble de la nation. Et s'il n'y a pas une contradiction totale entre les deux, en tout cas, il y a une compatibilité qui est quand même limitée. Et ça nous montre qu'au fond, on n'a jamais eu de réel débat sur la démocratisation, puisque un ministre peut se permettre de dire ce qu'il veut sur le sujet et ça ne gêne personne. Au passage, il invente la notion d'élitisme républicain, ou du moins il réinvente la notion d'élitisme républicain. Ça a existé l'élitisme républicain. L'école de la Troisième République, justement, était une école qui permettait de distinguer des élites en fonction de leur mérite. Du moins le disait-on. Ça faisait partie de la propagande officielle. Dans les faits, est-ce que c'est vrai ? C'est discutable. Il n'empêche qu'il y a dans les élites de la République, avant la Troisième et la Quatrième République, et même de la Cinquième République, on a quantité d'exemples de gens qui sont partis de très bas et qui ont réussi grâce à leur mérite et grâce à l'école. Donc l'école de la République a réellement permis des parcours exceptionnels d'enfants issus de milieux populaires qui sont arrivés à des positions sociales extrêmement prestigieuses. Donc ça a existé l'élitisme républicain. Sauf que l'élitisme républicain, ça permettait de distinguer une toute petite élite, ce que Ferdinand Buisson appelait des exceptions consolantes. Ça permettait de distinguer une toute petite élite, mais cet élitisme républicain ne jouait un rôle que pour cette petite élite. Ce n'était pas le principe directeur pour l'orientation de l'ensemble d'une classe d'âge. On n'appliquait pas le principe de l'élitisme républicain à tous les jeunes, en disant, il y a ceux qui vont réussir et ceux qui vont échouer. Alors qu'aujourd'hui, dans une école massifiée, le principe de l'élitisme, ça signifie, oui, distinguer une élite, mais ça ne pose pas la question de ce qu'on fait de la masse. Or, c'est ça la vraie question de l'école démocratique aujourd'hui. Depuis les années 60, la massification rend nécessaire une interrogation sur le sort de la masse. L'élitisme républicain peut être un beau principe, mais il n'est pas du tout opératoire quand on se pose la question du sort de la masse. Langevin-Wallon, au contraire, lui, s'interrogeait justement sur la masse. Et ce qui est intéressant, là, dans cette citation de Chevènement, c'est que le principe de l'élitisme redevient un principe positif. On redonne une connotation positive au principe de l'élitisme. Alors, au besoin, on lui accole l'épithète républicain, comme ça fait passer. Hein, ça passe. L'élitisme n'est plus un principe réactionnaire et conservateur. L'élitisme devient un principe républicain, et il y a même un élitisme de gauche. Et en même temps qu'on promeut ce principe de l'élitisme, il y a un principe qui gagne une connotation négative, et ça on le voit apparaître dans les débats à partir des années 70, c'est l'égalitarisme. L'égalitarisme est devenu un principe négatif, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans d'autres pays. Quand on regarde en Finlande, par exemple, la notion d'égalitarisme est beaucoup utilisée. Alors en finnois, je ne sais pas comment on le dit, mais en tout cas, il y a beaucoup de documentation en anglais sur la Finlande. Et on parle toujours d'égalitarianisme. Égalitarianisme, ça serait la traduction la plus proche du français égalitarisme. Et c'est toujours utilisé avec des connotations positives. En France, l'égalitarisme, c'est un principe qui a une connotation négative. Et Jean-Michel Blanquer le dit lui-même. Le vrai ennemi, c'est l'égalitarisme. Donc, le principe qui est censé guider notre politique scolaire, qui est censé guider nos choix pédagogiques, à savoir la démocratisation, eh bien, c'est un principe qui recouvre des réalités extrêmement floues. Extrêmement flou, on a beaucoup de mal à définir ce que c'est que l'orientation et à ne pas la confondre avec la sélection. On a beaucoup de mal à définir ce que c'est que la démocratisation et à ne pas la confondre avec l'égalité des chances, voire même avec l'élitisme. Et on utilise la notion d'élitisme à tout bout de champ, sans forcément s'interroger
sur la compatibilité de ce principe avec le principe de démocratisation. Bref, on a des choix politiques forts, qui sont ceux de l'orientation, qui sont ceux de la démocratisation, mais au fond, on se rend compte quand on gratte un peu et quand on essaie de comprendre ce que signifient ces principes, qu'ils recouvrent des réalités fluctuantes, des réalités floues, des réalités incertaines, et qu'au fond, la réalité, c'est qu'on n'a pas fait le choix politique qui pourrait mobiliser les acteurs.